Comment ça va la santé? Pas fort. Eh ben viens, on va te soigner. Première. Alors dès maintenant ça tourne, donc vous êtes tout à fait libre de ne pas répondre à ce que vous ne voulez pas. Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie questions-réponses avec ce cher Pierre-Yves pour ce 6e épisode. Allez participer au Cercle Aristote sur le Discord et voyez comment vous pouvez vous aussi devenir des contributeurs, soit par vos idées, soit par vos échanges, ou éventuellement par vos moyens pécuniers si vous en avez. Première question donc de Corrigan73 et de L. Nagan. J'ai regroupé leurs questions parce que c'est vraiment en lien avec l'avenir proche des LR. Pierre-Yves, est-ce que tu peux nous faire un petit tableau? Quel sera le destin des Républicains à court terme, entre ceux qui vont aller très, très simplement migrer vers Macron, et puis peut-être ceux qui vont aller voir du côté du duo Z, Marine, Marion, etc. Alors, je pense que la partie prostitutionnelle va aller directement vers Sarkozy, parce que le jeu de Macron est transparent. C'est jouer Sarkozy contre Philippe. C'est-à-dire que vraiment, l'homme qui est à abattre aujourd'hui dans la Macronie, c'est Philippe. Très clairement. Le problème, c'est qu'il va avoir beaucoup d'appelés, peu d'élus. Sarkozy vend 50 à 60 députés. Il exige de choisir le Premier ministre, ce qui veut dire qu'on risque d'avoir ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire Barouin ou quelqu'un de cet acabit. Ensuite, Barouin, c'est pas nécessairement dit, parce que il a des problèmes des problèmes deloriens, comme on dit dans le métier, c'est-à-dire que il n'abuse pas de l'alcool, l'alcool est consentant. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas nécessairement fait carrière, alors que Chirac voulait en faire son dauphin. Donc, Barouin, c'est quand même une épave. Mais, après tout, Macron va avoir un album à son nom par Renaud Séchant, donc question épave. Une de plus, une de moins, quoi. Le problème, c'est qu'à la fin, ça fait la mer des Caraïbes, quoi. Voyez. Donc, tout le reste, Monsieur Wauquiez n'a pas l'âme d'un numéro 2. Il a pas une âme de chef, il a une âme de valet méchant, si vous voulez. C'est Iago dans Othello. Donc, mais il se laissera pas mettre à la remorque par Zemmour ou Marion. Il va attendre que Marion écarte Zemmour, parce que Marion n'a pas l'âme du numéro 2, et que Marine finisse par tomber. Lui, ce qu'il veut, c'est une droite européiste, vous savez, la droite molle, quoi. Retailleau Ciotti, quoi. Rien de bien important, quoi. C'est-à-dire que dalle, en fait. Marion serait assez partante pour marcher là-dedans. Parce que c'est sa famille idéologique. Hein. Donc, européiste, libéral, atlantiste. C'est-à-dire, grosso modo, rien de très original. Et rien qui ira très loin. Mais bon, c'est pas grave. En plus, Wauquiez sait très bien parler au CCC, les conservateurs catho-cuck. Donc, vous savez, ces gens qui reculent à chaque débat. C'est-à-dire que là, maintenant, j'ai parlé avec des anciens cas de la Manif pour tous, ils disent maintenant, il faut quand même qu'on essaye d'éviter l'avortement postpartum. Je dis, ouais, bravo, ouais. L'avortement postpartum, ça porte un nom au droit pénal, ça s'appelle un assassinat. Il est né, tu l'as tué, t'es un assassin. Là, on est dans le droit pénal de base, depuis Caïn et Abel, Romulus et Rémus, tout va bien. Bon. Il dit, ouais, mais il va falloir quand même qu'on empêche ça. Je dis, ouais, comme vous avez empêché le reste. Ouais, c'est vrai qu'on a des trous dans la raquette. Je dis, non, vous n'avez même plus de raquette. Donc voilà, CCC, conservateur catho-cuck. Bon. Rien qui puisse... Puis surtout, comme ils ont cette ligne-là, la seule ligne qu'ils ont, c'est la ligne Buisson.
Parce que le problème, c'est que sociologiquement, cette droite-là, elle pèse ce que pèse Éric. 7%, c'est-à-dire le score de Philippe de Villiers. Hein, elle va devoir, disons, appliquer à son scepticisme sur le libéralisme à, disons, à plus grande échelle pour pouvoir être prise au sérieux. Mais à titre personnel, je pense que tous ces gens-là seront, qui là font, comme disait le Joker dans Dark Knight, ce sont des comploteurs qui contrôlent leur petit monde. Or, nous sommes de retour à ce que la 4ème République connaissait sous l'angle de la 3e force. Mis à part que la 4ème République avait un personnel politique médiocre, mais avec quelques hauts fonctionnaires patriotes. Aujourd'hui, nous avons un personnel politique médiocre et une autre administration traîtresse. Le premier choc extérieur sévère fera s'effondrer tout ça. Et ils n'ont pas une idée, rien, de rien, de rien, de rien. Donc voilà, c'est ce que j'appelle la droite Camus ou la droite Gandalf. C'est-à-dire la droite Camus, la droite qui l'a toujours dans... Je vous laisse terminer, c'est une rime pauvre. Ou la droite Gandalf, celle qui fait disparaître Mokhtar par magie. Et encore une fois, on va pas prendre le Mordor demain matin. Allez, maintenant un petit peu de politique fiction, parce que c'est quand même... c'est un genre qui est assez affectionné sur YouTube, et on aurait tort de s'en priver, parce que c'est un bon exercice. Et pourtant, et pourquoi pas. Question de Scarlito, qui te demande tout simplement, Pierre-Yves, ce que tu pourrais imaginer comme gouvernement sous Marine Le Pen. C'est-à-dire, si Marine vient à être élue, quelle sorte de ralliement elle pourrait avoir, voilà, de gens qui disent, bah voilà, elle arrive au pouvoir, elle ne voudra d'aucun ralliement. Je vais vous donner un exemple. Elle avait dit qu'elle faisait une alliance aux législatives. Or, toutes les circonscriptions du Front National ont déjà été données. Donc, le fait de rassembler était pour le Front National, comme toujours, un mensonge. Elle n'a pas cette culture-là. Elle a la culture de la traque. C'est-à-dire que dès que vous avez une nuance avec elle, elle vous tue. Et elle lui ressemble d'un côté. Macron est exactement comme ça. Donc je pense qu'elle refuserait, d'ailleurs elle a déjà refusé les hommes de Reconquête, les hommes de Dupont-Aignan, les hommes de Philippot, elle a refusé tout le monde. Bon. Donc si tu veux, alors, quand elle dit Arnaud Montebourg, tout ça est de l'abus de langage. En réalité, elle dit ça pour paraître ouverte et pour mettre une cible sur le ventre d'une personnalité, ce qui lui permet de dévier l'accusation de ne pas avoir d'équipe. Donc voilà, moi je pense que si elle est élue, elle réunira l'énarchie et elle lui dira « vous gérez le pays ». C'est-à-dire qu'elle prendra l'énarchie juppéenne de droite, elle leur dira « voilà, moi je fais du karaoké et vous faites l'intendance ». Terminé. Malheureusement, elle n'a pas la culture du rassemblement. Son père avait une culture qui n'était pas celle du rassemblement, qui était celle de la bande. Mais il était fidèle en amitié, quoique Le Pen père. Il a aussi fait des choses ignobles, Le Pen. Laisser mourir son ancien garde du corps sans soin dans une chambre de bonne, dans un des quartiers les plus pourris de Paris, par exemple. C'est ça, Jean-Marie Le Pen, faut jamais l'oublier. Et malheureusement, mais il n'a pas la grandeur d'un chef. Mais elle, encore moins. Au moins, Le Pen, il a une faconde qui fait croire qu'il a la grandeur d'être souverain avec ses hommes. Et ce qui fait qu'il y a des hommes qui ont mis leur famille, leurs enfants, leur vie en danger pour ce type. Regardez la vie d'un Jean-Claude Martinez, regardez la vie d'un Bruno Gollnisch. Par quoi et comment sont récompensés ces hommes? Pas grand-chose. Donc je pense qu'elle ne fera rien. Mais d'un côté, si elle est élue, elle pourrait faire une sorte de grand chiracisme. C'est-à-dire le mieux qu'elle ait à faire, c'est de ne pas parler et ne rien faire. Comme disait Roland Hureau, qui est un théoricien politique intéressant, il faut sortir du culte de la réforme. On n'aurait pas fait les réformes des 30 dernières années, la France irait mieux.
Donc d'un côté, comme disait Charles Gave, sire, ne faites rien. Et ça, ne rien faire, et c'est faire. Alors, question de pantoufle sur les abstentionnistes. Pierre-Yves, on t'entend souvent parler de l'abstentionnisme et on mentionne souvent le fait, voilà, pour gagner une élection, il faut arriver à faire sortir les abstentionnistes pour gagner une élection. Or, j'ai l'impression que diverses études indiquent que quand les abstentionnistes votent, finalement, ils votent en proportion assez égale de l'électorat classique. Donc si c'est avéré, comment on fait pour du coup faire sortir uniquement les abstentionnistes qui nous intéressent pour faire pencher la balance du côté qu'on veut? Alors, je pense que il faut faire une étude de classe sociale. C'est-à-dire, grosso modo, il faut viser le bas de la classe moyenne et le haut de la classe populaire. Et là, pour le coup, il faut savoir ce qu'ils veulent. Je ne suis pas totalement certain qu'ils voteront totalement sur le patron de l'électorat classique. Faut pas oublier que l'abstention, c'est un phénomène à éclipse. Et que l'abstentionniste est un cachalot. On sait quand il plonge, on ne sait pas quand il revient. Il faut arriver à le toucher pendant le temps de plonger. Et c'est là où il faut peut-être un peu d'originalité, mais surtout beaucoup de constance et beaucoup de calme. C'est-à-dire dans une société qui devient folle, il faut arriver à faire savoir aux gens qu'on sera le point fixe de responsabilité. Mais pour ça, quand on n'a pas les grands médias, il faut une implantation territoriale de fer. Ce que le Front National, par exemple, s'est toujours refusé à avoir pour ne pas faire d'ombre à la PME familiale. Ensuite, nous avons une question concernant Marion, qui, comme tu le dis, sera amenée certainement à prendre de plus en plus de poids. Question donc de Val. Serait-il possible pour Pierre-Yves de nous clarifier la position officielle et officieuse de Marion concernant la ligne souverainiste? Très difficile à dire. En tout cas, elle a un entourage qui est très hostile à la souveraineté, très hostile. Donc, elle-même évite le sujet. Elle est entourée de gens qui sont quand même très marqués idéologiquement dans l'européisme de droite et d'extrême droite. Ensuite, je ne peux pas la faire parler. Moi, je ne l'ai jamais rencontrée, donc je ne fais ni nécromancie, ni ventriloquisme. C'est-à-dire, je ne fais parler ni les poupées, ni les morts, donc ni Chiappa, ni Balladur. Affaire à suivre, donc. On verra si peut-être qu'elle va un petit peu se dévoiler. De toute façon, je pense que elle n'a pas la volonté politique de faire du... Je pense que elle est plus sur un plan de carrière que sur un plan politique strict. Donc résultat, ce qu'elle veut pas faire du Johnson ou du Trump. Elle veut pas changer son pays. Moi en tout cas, je n'ai jamais entendu ça dans les cercles marionnistes. Elle veut juste faire du Orban. Après, elle a des qualités. Moi, je peux dire que elle sait se conduire vis-à-vis de membres de la cause beaucoup plus faibles, ceux qui, je peux dire par exemple qu'elle a été particulièrement urbaine et particulièrement charitable à l'égard des gens du Visegrad Post qui ont été laissés en carafe en Hongrie avec des dettes par une partie de l'équipe qui guidait GZ. Et c'est Marion qui a banqué. Bon. Donc elle a aussi ce côté-là que Marine n'a pas. C'est-à-dire elle a une certaine générosité. De même, elle a une relation que tous ceux qui l'ont approchée vantent avec sa mère. Et d'ailleurs, une partie de ce qu'elle a vécu là et vient du fait que, d'ailleurs personne ne l'a dit, c'est que Yann Le Pen a soutenu Éric Zemmour. Personne ne le dit, ça. Donc la sœur de Marine. Et c'est en s'attaquant à sa mère que Marine a voulu atteindre Marion. Donc voilà, après, bon, elle est elle-même mariée à un Italien. Voilà. Moi, je suis pas sûr. D'ailleurs, elle le dit bien, face à Macron, elle n'aurait pas voté Mélenchon, etc. Donc, si tu veux, la notion d'intérêt national apparaît très floue pour elle. Très floue.
D'ailleurs, elle est l'auteur de cette phrase triomphante de bêtise, qui est de dire je ne veux pas d'une république française islamique et souveraine. Le problème, c'est que la république française sera islamique parce qu'elle est non souveraine. Et quand on ne comprend pas ça, c'est qu'il y a un problème d'analyse de base qui est quand même du niveau rond, carré, cercle, rond, carré, cercle, vous voyez. Donc voilà, moi je pense qu'elle est... alors que bon, quand on voit comment elle gère son école tient avant tout par des intellectuels souverainistes. Parce que l'extrême droite ne produit rien intellectuellement, il faut quand même s'en rendre compte. Voilà, je suis désolé, mais à un moment la vérité m'oblige à dire que. J'ai rien contre, d'ailleurs je m'en fous, à vrai dire. Je m'en fous. Vous voyez la liste des intellectuels, vous voyez ceux qui sont lourds, bon, c'est Claude Rocher, les gens comme ça, bon... ça, si vous voulez, ça vient pas de l'européisme de droite. Hein. En plus, Claude, c'est un ami, lui vient plutôt de la branche dure du PCF, donc voilà, quoi. Donc, moi, de toute façon, comme elle est intelligente en termes de rebond politique, je pense qu'elle va aussi comprendre que la ligne qui est la sienne est structurellement minoritaire. Voilà. Structurellement minoritaire. Personne ne fera bouffer au peuple français l'européisme. Aujourd'hui, c'est terminé. Le problème, si tu veux, c'est que si on utilise l'argument Europe, c'est juste pour plaire aux boomers. Et plaire aux boomers, ça fait 7%. Point. Et je rappelle que 14% à peine de l'électorat de Reconquête vient du Front National. C'est-à-dire que... Et qu'en plus... alors qu'on a on a laissé tomber tous les sujets sérieux pour plaire aux boomers, le rapport ouvrier-cadre à Reconquête en termes de vote est du simple au double. C'est-à-dire, ils ont voulu faire un programme anti-peuple ouvrier, et ben les ouvriers par conscience nationale ont quand même 2 fois plus voté pour eux que les cadres. C'est-à-dire, à un moment, c'est pas le problème de faire une offre de tapin, c'est qu'à un moment, tu vois, si tu veux... ce n'est pas parce qu'il y a une tapineuse que le client va s'arrêter, quoi. Voilà. Donc, et malheureusement, la bourgeoisie en France, elle est macronienne. Point, barre, ligne. Comme le disait un de mes amis, un de mes camarades, le problème de cette droite-là, c'est qu'elle se divise de manière écrasante entre la majorité qui ne pense qu'à son coffre-fort et la minorité qui a peur pour sa porte blindée. Mais ceux qui ont peur pour leur porte blindée, c'est ceux qui économiquement sont en train de se casser la gueule. C'est-à-dire, c'est ceux que Schwab va achever quand on va s'attaquer à la base de la propriété foncière. C'est-à-dire l'électorat de petite bourgeoisie, de Vendée et d'ailleurs, l'électorat de Villiers, dont la richesse c'est la pierre. Pas Vincent la pierre, mon camarade, mais c'est la possession de bâtiments. Et comme l'a très bien dit Schwab, c'est les prochains à être rincés. On va pas rincer les gilets jaunes. Tu veux rincer quoi? Ils peuvent pas nourrir leurs gosses, qu'est-ce que tu veux leur prendre de plus? Tu leur as pris leur dignité, tu leur as pris... ils sont structurellement locataires, ils n'auront pas d'accès à la propriété, ils ont des bagnoles hors d'usage, et en plus tu vas les empêcher de rouler. Non, maintenant, c'est une autre classe qui va... Et une autre classe, si on voulait le bien de cette bourgeoisie, c'est pas qu'elle soit patriote, c'est qu'on essaierait de la rendre patriote. Parce que, tu sais, il y a l'ambiguïté du terme pédagogie. En réalité, quand un politique te dit pédagogie, c'est-à-dire qu'il va te beurrer là où il doit beurrer pour pouvoir... Je vous laisse votre imagination divaguer dans ces pastels. Hein, souvent, d'ailleurs, c'est utilisé avec, si tu veux, le beurre droit de l'homme. Hein, c'est à ça que ça sert. Bon. Hein, c'est comme les galettes Tipiac. Hein, c'est made in France, ça, malheureusement. Donc, le problème, c'est que si on aimait ces gens-là, on les éduquerait pour qu'ils comprennent que leurs intérêts sont avec le prolétariat enraciné. C'est-à-dire l'antithèse de la ligne Buisson.
La ligne Buisson, c'est exactement comme la ligne Macron. Macron, c'est de dire, il faut faire de la pédagogie aux Français pour leur dire, ce n'est pas parce qu'on va vous prendre vos maisons, vos économies, qu'on va détruire vos vies, qu'on va mettre vos gosses sur le trottoir, qu'il faut renoncer au progressisme et à l'Europe. Buisson, c'est le pédagogisme de dire, toi, prolo, tu t'opposes au mondialisme et tu as raison, mais s'opposer réellement au mondialisme, c'est de passer du maître Macron au maître Buisson, et toi, de toute façon, tu restes en condition servile. Mis à part que tu seras dans l'Europe gay cocaïno festif pour Macron, et que tu seras dans l'Europe zigaille Sacré-Cœur avec Buisson. Mais de toute façon, c'est Washington, Berlin et Francfort qui dirigent. Mais, voilà, c'est l'exemple que je prends tout le temps. Toutes les trahisons de Patrick Buisson ont été compensées juste par le fait de mettre une médaille sur le poitrail du commandant Élie Denoy de Saint-Marc, c'est-à-dire un homme dont la vie devrait interdire aux droitards de parler de lui. D'accord ? Bon. Donc, le problème, c'est que tu te rends compte que ça fait cher la clochette. Parce que pendant ce temps-là, il a avalé Lisbonne, quoi qu'il en dise. Il a avalé la Libye. Il a avalé le yacht et Bolloré. Enfin, il a tout avalé. Et après, ça donne des leçons de verticalité, de Christ roi et machin, et mes parties nobles sur la commode. Donc, si tu veux, je pense que si on voulait aider cette bourgeoisie-là, qui va être rincée, parce que la dette, c'est elle qui la paiera. Pourquoi ? Parce qu'elle est en capital immobile, enraciné, donc saisissable. Le youpi, si tu veux, le youpi qui a des comptes offshore, tu vas le ponctionner comment ? Sans État souverain, mais alors que la bonne petite famille bourgeoise qui a 3 appartements à Deauville, à la mer, etc., mais eux, ils vont se faire rincer. C'est eux qui vont se faire rincer. C'est logique. Ils sont en capital immobile. Bah, tu vas les rincer. C'est logique. Donc, il faudrait faire comprendre à ces gens-là que le véritable assistanat, c'est l'assistanat de la rente et des boomers qui vont les liquider. Je rappelle que la classe des boomers Macron va à cette petite bourgeoisie-là parce qu'elle a des diplômes qui fait qu'elle est entrée dans la vie active entre 25, 27, 28 ans. Ils vont travailler pour la totalité de leurs annuités jusqu'à plus de 70 ans. Alors que, d'un point de vue technique, il n'y a pas de nécessité. Et ça, le conseil d'observation de l'évolution des retraites l'a très bien dit. Il n'y a pas nécessité. En réalité, pourquoi on veut imposer ça à cette classe-là ? Pour l'appauvrir dans le grand âge. Parce que les mecs de 55 ans, 60 ans, ils vont pas devenir des retraités heureux, ils vont devenir des chômeurs. Et va retrouver du boulot à cet âge-là, toi. Tu vois ? Il faut éduquer cette bourgeoisie-là. C'est-à-dire il faut lui retirer les années de fiente post-guerre froide qu'elle a dans la tête. Le racisme social dont elle n'a plus les moyens, en plus du fait que ce soit un sentiment absolument atroce, tu vois, de la même monstruosité que le racisme racial. Bon. Mais si tu veux, le seul moyen de les sauver, c'est de les éduquer. Et je pense que cette droite-là ne voudra jamais les éduquer. Bon, bah alors elle se condamnera à être minoritaire et elle fera du ménardisme, c'est-à-dire qu'elle sera la branche d'extrême droite du macronisme. Ok, merci Pierre-Yves. Dernière question de R7N. Est-ce que c'est encore légitime de penser que la démocratie représentative telle qu'on la vit là est un système viable ? Surtout dans une société où on a une génération qui va bien vivre et voter, et certainement on pourrait dire mal voter, a encore vraisemblablement 15 à 20 ans, et après avoir bénéficié de plusieurs facteurs, on parle bien sûr ici des boomers, qui vont vouloir, a priori, continuer à appliquer la politique qui leur a profité, qui est une sorte de politique de terre brûlée, comme le dit R7N.
Ah bah, de toute façon, moi je pense qu'il faut revenir à une définition républicaine du vote. C'est-à-dire n'est citoyen que celui qui est actif. Actif, c'est-à-dire il paye ses impôts et il est mobilisable sous les armes. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir réfléchir, premièrement au vote familial, c'est-à-dire le mec est père ou mère hein, de 3 enfants, je pense qu'il doit voter, il doit préempter le droit de ses enfants, tout simplement à cause de l'utilité sociale, qui est la sienne, parce que c'est l'avenir de la société. Et deuxièmement, je pense que quand on n'est plus en service dans les associations, dans la vie de la cité, eh bien, je pense qu'on redevient un citoyen en état de minorité. Et d'ailleurs, ce que beaucoup de boomers sont, enfin, ce sont des gens dont la principale compagnie pour beaucoup d'entre eux est la télévision, qui n'ont pas, en dehors de leurs intérêts de vision du monde quelconque. Donc je pense qu'il faut réfléchir à moduler leur droit de vote. Je le pense, bien sûr. Sinon, la démocratie, la gérontocratie détruira l'Occident comme elle a détruit l'Union soviétique. Tout comme, je le dis, je ne suis pas certain que la prolongation de... Déjà, premièrement, il n'y a pas de prolongation dans le grand âge de l'espérance de vie. L'arrivée du 4e âge, ça va être catastrophique. Donc je pense qu'il faut changer la définition qu'on a d'une vie réussie. C'est-à-dire une vie réussie, c'est une vie accomplie, c'est pas nécessairement une vie très longue. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, mais comme disait le grand ancêtre, mieux vaut mourir à la guerre couvert de sang que dans son lit couvert de pisse. Donc voilà, moi je pense qu'à un moment, soit on se maintient au service de la communauté dans le grand âge et donc on continue à voter, soit on se replie sur sa sphère privée et donc on est un individu en état de minorité. Voilà. Et en échange, on est relevé des obligations sociales. Eux d'ailleurs, ce qu'ils veulent, c'est leur capital. Bon, bah ils vont être contents d'échanger le fait de ne pas payer d'impôts contre le vote. Et comme ils ne sont pas mobilisables sous les armes, bon, bah voilà, terminé. Sinon, tout comme d'ailleurs, il faut, je pense, faire le vote obligatoire avec l'option vote contre tous, hein, vote noir. C'est-à-dire, si le vote contre tous, qui est un vote russe, est majoritaire, tous les candidats sont éliminés. Et donc l'élection doit repartir avec de nouveaux candidats. Et je pense que ça, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Il va falloir moduler la démocratie parce qu'il est anormal que des gens qui ont tout eu et rien rendu privatisent les moyens de la République et de l'État pendant encore 10, 15, 20 ans. Tout comme d'ailleurs aujourd'hui, je ne suis pas certain, je le dis, que maintenir le système de retraite par répartition soit utile. Alors vous me direz, la retraite par répartition, elle est interne à une classe d'âge. Elle n'est pas transgénérationnelle. Mais je pense que une partie de cette classe d'âge a tellement abusé qu'il va falloir rééquilibrer rapidement les comptes de la sécurité sociale, en particulier sur la branche famille, parce que il est hors de... Parce que moi je le vois autour de moi, dans ma génération, on se dit, on préférera se tirer que de payer pour eux. Point. Simple. On a déjà près de 2 millions de Français à l'étranger. Hein. Donc bon, voilà. Ça fait partie, si tu veux, de toutes les choses qui devront être faites si on veut que la démocratie survive en ce siècle. Après, il faut bien comprendre une chose. L'inflation fait que les retraités qui arrivent à la retraite maintenant vont être beaucoup beaucoup plus calmes que les boomers. Parce qu'ils vont être neutralisés économiquement assez vite. Donc il faut eux aussi leur faire de la pédagogie, c'est-à-dire leur expliquer que leur intérêt c'est d'être du côté du peuple. Car sinon de toute façon à la fin, eh ben, ils seront dans un système de responsabilité individuelle par capitalisation et par système de santé, disons,
inégalitaire. Et là, de toute façon, l'espérance de vie, elle va s'effondrer d'elle-même sur le modèle américain. Donc, ne vous inquiétez pas, ils ne vous voleront pas vos vies. C'est comme l'honneur, hein. On peut vous les prendre, mais mais la dignité, c'est ce à quoi vous renoncez. Si vous n'y renoncez pas, vous la garderez. Et dans les temps qui vont venir, ça vous sera utile, croyez-moi. Donc, vous allez vivre des temps passionnants. Il est vrai un peu brinque-ballant, mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Bon, ben, messieurs, hein, à la prochaine. Et au revoir. Et puis, faut bon retour, hein. Au revoir, messieurs. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.